après cette leçon d'anatomie, on m'a confié moi la charge de la douleur de la fesse d'origine rachidienne, ce qui est évidemment quelque chose qu'il va falloir bien chercher et identifier, mais quelque part presque le plus facile pour les chirurgiens rachidiens que nous sommes. Je pense qu'il y a beaucoup plus de discussions sur potentiellement toutes les autres causes que sur le rachis. Le rachis, je ne vous ferai pas l'offense de vous rappeler qu'il y a des douleurs de fesses qui sont d'origine radiculaire. C'est quand même le plus classique, c'est ce qu'on voit au quotidien. On peut avoir des atteintes radiculaires de topographie L5 ou S1. Elles peuvent être tronquées, notamment à la fesse. Et la plupart du temps, ces radiculalgies apparaissent à la marche, disparaissent au repos. Vous avez le rappel des dermatomes et on peut voir effectivement la répartition des dermatomes, notamment au niveau de la fesse avec L5 et S1 qui peuvent donner donc ces douleurs. D'un point de vue radiculaire, ce qui va être important évidemment, c'est l'examen neurologique. On va faire comme on fait d'habitude globalement, des examens complémentaires avec l'IRM qui permet d'identifier la plupart du temps des causes de conflits disco-radiculaires ou de choses qui peuvent expliquer une radiculalgie de territoire L5 ou S1. Je rappelle si il s'était encore besoin de ne pas oublier de faire des radiographies debout parce qu'on démasque un certain nombre de choses et dont les spondylolisthésies arthrosiques. Il y a pas mal de stratégies qu'on peut mettre en place pour ces radiculalgies et ces douleurs fessières d'origine rachidienne, que ce soit des choses simples ou des choses moins simples. On a un certain nombre d'infiltrations. Vous avez ici un exemple d'infiltration par le hiatus sacrococcygien qui peut marcher de façon assez surprenante parfois sur ces douleurs radiculaires. Les techniques d'endoscopie ou les techniques chirurgicales qui permettent de lever les conflits disco-radiculaires. Pour faire écho et tout de suite enchaîner sur le commentaire du professeur Steib, il y a effectivement un élément qui est très important pour l'évaluation de la colonne vertébrale dans sa totalité, et qui est donc le syndrome de Meigne, qui du coup correspond à une symptomatologie de douleur fessière qui va être un peu plus latérale parfois, qui peut être unie ou bilatérale, et qui correspond donc à une atteinte des branches sensitives de la charnière thoracolombaire entre T12 et L1. L'examen clinique va rechercher une douleur à la palpation des articulaires. On peut retrouver donc ces douleurs qui sont des douleurs cutanées. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument rechercher, ne pas se concentrer uniquement sur le rachis lombaire bas. Donc, il faut chercher ce syndrome de Meigne avec donc douleur à la palpation. On peut, dans la prise en charge, rester sur différents types de prise en charge, mais notamment de la rééducation. On peut faire des infiltrations. Il y a également des thermocoagulations qui ont été proposées pour la prise en charge de ces pathologies. On a dans le rachis lombaire également les syndromes facétaires, notamment de la charnière lombo-sacrée, du coup, où on peut avoir un certain nombre de douleurs, et notamment de douleurs fessières, qui vont être accompagnées de douleurs lombaires. Celles-ci peuvent être unies ou bilatérales en fonction de l'atteinte, et il s'agit la plupart du temps de douleurs qui sont accentuées lors de la position statique et qui vont diminuer à la marche. C'est des patients qui sont pas des bons candidats pour piétiner dans les musées parisiens, mais c'est quelque chose qu'il faut également chercher de manière à pouvoir mettre en évidence ces syndromes facétaires. Vous avez ici un exemple radiographique, scanner et scintigraphique où on peut retrouver donc des hyperfixations isolées des facettes articulaires, unies ou bilatérales, uniétagées ou pluriétagées. Le syndrome s'exprime essentiellement donc en hyperpression des facettes, en hyperextension. Et on peut on peut faire des tests infiltratifs des articulaires postérieurs afin d'essayer de voir si le fait de infiltrer l'articulaire diminue la symptomatologie douloureuse. Ce sont, si le test infiltratif est positif, des bons candidats à des procédures de type thermocoagulation. Et on peut, en dernier recours, en cas d'échec des thérapies conservatrices, envisager de réaliser des arthrodèses, que ça soit par voie antérieure ou postérieure, à la limite, peu importe, il s'agit de bloquer le mouvement de ces articulaires. On a des causes simples, on a des causes un peu moins simples et des causes sur lesquelles il faut toujours garder un œil. Ce sont les causes tumorales. Les causes tumorales, elles peuvent être rachidiennes. Vous voyez ici un exemple d'une tumeur de S1 qui va entraîner une atteinte donc des racines de la queue de cheval qui peut clairement expliquer un certain nombre de symptomatologies douloureuses. On peut avoir des causes tumorales
qui soient extra-rachidiennes, des tumeurs du petit bassin, des tumeurs du sacrum. On peut avoir pas mal de choses. Vous avez ici un exemple de lésion sur une neurofibromatose avec une lésion tumorale qui est infiltrante et qui, du coup, peut tout à fait expliquer une symptomatologie douloureuse fessière. Dans la pathologie tumorale, évidemment, le traitement est étiologique. Il va falloir essayer de traiter la cause du problème. Je ne dis pas que c'est simple, bien au contraire. Ne pas oublier les causes traumatiques. Les causes traumatiques, alors elles sont parfois évidentes dans le cadre des traumatismes à haute énergie. On a des fractures luxation du sacrum, avec une fracture luxation sacrée, avec une fracture en H. À ce moment-là, oui, le diagnostic, il n'est pas trop difficile parce que c'est un polytrauma, parce qu'il a eu un body scan. Et ça, ça peut clairement entraîner des symptomatologies douloureuses fessières, ça peut entraîner un certain nombre même de troubles neurologiques. La stratégie chirurgicale, elle consiste à réaliser une libération, une réduction de la luxation et une fixation, mais c'est des fois plus difficile à mettre en évidence sur les traumatismes à basse énergie. Il y a un certain nombre de fractures sur insuffisance ou sur fragilité osseuse qui passent inaperçues et qui sont beaucoup plus difficiles à diagnostiquer. Chez les patients ostéoporotiques, sur des choses avec des douleurs qui sont lancinantes, qui évoluent pendant quelques temps, on passe à côté. Et finalement, on met en évidence des fractures, par exemple, en rage du sacrum sur insuffisance osseuse, ou comme c'est le cas chez cette patiente, où vous avez une IRM avec une fracture unilatérale d'une aile sacrée sur un accouchement. Donc c'est aussi des choses qu'on peut mettre en évidence. Et c'est clairement la symptomatologie douloureuse fessière en postpartum. Et le diagnostic se fait sur l'IRM, sur une fracture post-accouchement. Enfin, on s'intéresse au rachis, mais on peut aussi s'intéresser aux autres causes extra-rachidiennes. Alors, vous allez avoir des topos sur la hanche, sur la sacroiliaque, sur pas mal de choses. Donc, je me suis permis d'évoquer dans la partie rachidienne, notamment pour les gens qui ont l'habitude de faire des voies antérieures et qui s'intéressent du coup aux vaisseaux, aux autres causes, et notamment vasculaires. Ne pas oublier les claudications intermittentes de la fesse d'origine vasculaire. Vous avez donc des douleurs qui sont fessières à type de crampes, qui apparaissent du coup à la marche et qui peuvent entraîner ces douleurs-là. Vous avez ici un exemple d'une patiente que j'avais pris en charge pour une voie antérieure qui avait une thrombose complète de l'aorte. Ça facilite le temps antérieur, puisque du coup le risque de saignement artériel il est assez modeste. J'avais demandé au vasculaire de chez nous si je pouvais y aller. Ils m'ont dit oh bah oui, ça va pas saigner. C'est faisable. Après, ils l'ont quand même revascularisé et puis c'était quand même plus simple pour la patiente. Mais ça fait partie des choses qu'il faut toujours garder en tête dans les causes de symptomatologie douloureuse, les causes vasculaires. Donc, pour conclure sur cette partie rachidienne, les causes de fessialgie, comme vous voyez, elles sont multiples. Mais au sein de la partie rachidienne, elles sont également multiples et variées. Il faut vraiment garder à l'esprit de faire un examen clinique complet et du coup... comme le soulignait le professeur Stein, pas s'arrêter à la charnière lombosacrée, mais examiner le rachis dans sa totalité. Les examens vont être orientés et évidemment le traitement va être étiologique en fonction de l'orientation qu'on prend dans la prise en charge de notre patient. Voilà, je vous remercie pour votre attention.